bonsoir tout le monde, je suis Yann et mon collègue Baptiste. Donc on est à l'ISTIA, en dernière année, et en fait au cours de nos projets scolaires, on a été amené à utiliser la technologie de Node.js, qui est une technologie assez récente, dans un cadre assez particulier autour d'une problématique d'actualité qui est l'Internet des objets, donc ce qu'on appelle aussi communément les objets connectés. Donc l'Internet des objets, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une expression qui veut dire beaucoup de choses et rien du tout à la fois. Ça a été inventé, cette expression, en 2009, donc c'est relativement récent. Et donc ça désigne tout objet qui est connecté à un réseau et auquel on peut accéder par rapport à ce réseau. Donc ça implique de pouvoir lire des données de cet objet, faire faire des actions à cet objet. Donc c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui, l'engouement autour de beaucoup de choses. Vous avez peut-être suivi le CES dernièrement, on retrouve par exemple des brosses à dents connectées pour suivre l'état de ses dents ou des choses comme ça. Donc c'est assez marrant. Je pense que c'est un secteur qui est extrêmement porteur dans les années à venir, donc c'est important de s'y intéresser. Nous, ce qu'on va faire ce soir, c'est essayer de vous montrer comment on peut gérer ces objets connectés avec une technologie qui s'appelle Node.js. Donc je vais vous présenter Node.js plus en détail. Alors Node.js, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du JavaScript, c'est du Vanilla JS, c'est-à-dire que c'est du JS pur, il n'y a pas de surcouche, c'est pas une syntaxe bizarre comme on peut avoir avec jQuery ou d'autres technologies. C'est du JavaScript côté serveur, et ça c'est très important de noter. En fait, c'est donc on va avoir un JavaScript qui va s'exécuter au-dessus du moteur Google V8 sur un serveur, ce qui fait qu'on peut en fait faire les mêmes choses que l'on pourrait faire avec des technologies comme Perl, Ruby et ce genre de choses. L'intérêt réside sur plusieurs choses. C'est développé par Joyent. C'est basé sur le moteur Google V8, mais ce n'est pas développé par Google, c'est développé par une société indépendante. Alors le gros intérêt de Node.js, et pourquoi il y a un engouement énorme autour de cette technologie en ce moment, c'est de par son aspect complètement asynchrone. Alors c'est des choses qui ont déjà été utilisées sur d'autres technologies. Asynchrone, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs tâches en parallèle et surtout une gestion plus directe des tâches. On peut le voir sur ce genre d'exemple. Imaginons qu'on ait ici un serveur quelconque HTTP qui sert des fichiers. Ça va être un modèle bloquant type PHP. Et ça va être plutôt le modèle JavaScript. C'est-à-dire que plutôt que par exemple, de verser un fichier sur un client et pendant ce temps-là notre serveur ne fait rien, et ben, on va se dire, on va pouvoir verser notre serveur quand il n'est pas occupé. On va passer à la tâche suivante, on va pouvoir verser un deuxième fichier ou verser un deuxième fichier sur un deuxième client. C'est ça le principe du modèle asynchrone. Alors si on veut rentrer un peu plus dans le détail de Node.js, ça fonctionne de la manière suivante. On a une event loop, ce qu'on appelle une event loop. Donc vous avez les événements qui entrent. On peut prendre ici l'exemple des différentes requêtes de différents clients. Et donc Node.js va gérer de lui-même la gestion, la synchronisation des différentes tâches à effectuer. C'est-à-dire que vous avez un premier appel, le premier appel est lancé sur une fonction, par exemple, qui va traiter une tâche, et pendant ce temps-là, notre serveur va gérer un deuxième appel qui va lancer sur autre chose, et nous permettre de traiter plus de tâches plus rapidement et de manière asynchrone et séquentielle, et non séquentielle, pardon. Donc je vais laisser Yann maintenant vous présenter les aspects techniques de Node.js. Donc ici on a plusieurs chiffres. En fait, c'est une comparaison d'un serveur, on va dire un site web classique avec un serveur Apache et la technologie PHP. Une comparaison avec Node.js. Là où on voit que c'est... ce que Baptiste expliquait, c'est qu'on a des opérations asynchrones, ce qui fait qu'on se retrouve avec des opérations non bloquantes. Et là où les gros avantages de Node.js par rapport à une configuration web classique, ça va être la mémoire par connexion client. C'est-à-dire qu'en fait, avec Apache, on va avoir un processus par client, ce qui fait qu'on va avoir, sachant que chaque connexion client demande 15 à 30 mégaoctets de mémoire, contrairement à Node.js qui a demandé à seulement, par connexion client, à 2 kilooctets de mémoire, parce que en fait, les opérations vont être asynchrones et non bloquantes. De ce fait aussi, on a également un nombre de connexions simultanées fonctionnelles beaucoup plus important, ce qui fait qu'en fait Node.js est un serveur. Excusez-moi. Un serveur, ce qu'on appelle scalable,
qui va permettre de pouvoir supporter une grosse montée en charge. On peut avoir par exemple très peu de clients connectés et d'un coup recevoir beaucoup de clients connectés, continuer son fonctionnement normal et pouvoir desservir les requêtes des clients. Donc comme vous le voyez, c'est génial. Donc nous en fait, à l'Istia, on utilise cette technologie dans le cadre d'un projet particulier, donc en rapport avec l'Internet des objets. Donc l'application ici, c'est qu'on a une carte Arduino, qui est une plateforme de prototypage embarquée, donc qui contient par exemple des capteurs, des actionneurs ou juste des LED, comme on verra dans l'exemple après, qui est connectée et qui communique avec un serveur Node.js, et en fait qui dessert des clients, donc soit un client web, donc mobile qu'on a développé en jQuery, ou une application iOS. On a développé une application iPhone. Baptiste va vous présenter un peu l'architecture du serveur Node.js à propre même, et après on vous montrera une vidéo de démonstration de ce projet. Alors j'espère que c'est lisible pour les gens qui sont dans le fond de la salle. C'est la chaîne devant. Si c'est pas lisible, effectivement, il reste plein de place devant, vous avez le droit de vous déplacer. Alors, comment ça marche? L'intérêt, c'était de vous montrer l'aboutissement de notre projet. Donc on peut voir, c'était une carte Arduino. L'objectif, c'est de comprendre qu'à la place de cette carte, on peut avoir n'importe quoi, à partir du moment où on a un système de transmission de données, un serveur qui gère différents objets. Alors comment ça marche? On a un client qui va donc venir prendre des informations via une interface définie à l'avance. Donc qui dit interface, c'est comme une API. Donc des requêtes HTTP qui sont effectuées sur notre serveur Node.js et des réponses JSON. On est sur un modèle où on ne sert pas une page, on sert des données pour mettre à jour une page. Donc type application à page unique. Notre serveur Node.js sur lui-même, on a choisi un modèle en couche. Pourquoi? Ça permet de remplacer éventuellement une couche pour l'accès aux données, pour changer de base de données, ou éventuellement la couche web pour rajouter, simplifier, modifier les chemins d'accès, les points d'entrée sur notre serveur. Donc, une couche web qui gère les appels GET, enfin les appels REST, donc GET, POST, UPDATE, etc. La couche métier qui s'occupe uniquement de la partie traitement des données, et la couche DAO qui s'occupe, donc Data Access Object, qui s'occupe uniquement de l'accès donc à nos données, qui est ici l'Arduino. Donc de la même manière, l'Arduino qui est à droite répond à une interface Arduino qui était définie à l'avance, selon les fonctionnalités désirées. Donc ici, on peut imaginer un objet avec les fonctionnalités qu'on veut, en fonction de notre cahier des charges. Et pareil, de la même manière, en TCP/IP, on va avoir un questionnement en trame JSON et une réponse en trame JSON. La petite particularité à noter ici, c'est qu'on va avoir notre objet qui va venir se loguer sur notre serveur. Donc chacun des composants, ici DAO et notre carte Arduino sur la droite, ont un client et un serveur qui permet l'enregistrement et ensuite de questionner notre Arduino. Donc Yann va vous commenter une vidéo de démonstration qui va vous montrer un peu ce qu'on a fait pendant le projet. Donc ça vous parle un peu plus avec une interface client à côté. Donc ici vous voyez à gauche l'application iOS. Donc là on fait tout simplement une application de lecture en fait d'un pin, donc d'une broche de la carte Arduino, donc ici qui est liée à un capteur de température. Donc voilà, on récupère une réponse, donc le capteur de température envoie la valeur 160. Donc là c'est une version prototype, donc on va dire un peu rustre, donc on n'a pas de transformation de cette valeur pour la transformer en degrés. Sur une simple application d'écriture, donc sur la pin 8, ça va être la LED qui est ici. Donc on écrit la valeur 1 qui va permettre d'allumer la LED. Voilà, hop, c'est allumé. Il n'y a pas eu d'erreur, tout va bien. Là, ça va être une application de blink, de clignotement de la LED. Donc on peut définir, on redonne le numéro de pin, donc où la LED est branchée sur la carte Arduino, le nombre de clignotements qu'on souhaite, avec ensuite le nombre de temps en millisecondes entre chaque clignotement. On sélectionne donc l'Arduino. Alors pour l'instant, en fait, on a une seule carte Arduino connectée au serveur, mais dans l'application finale, le prototype final souhaité, en fait, on aurait plusieurs cartes Arduino à choisir, pour savoir laquelle on va faire clignoter, par exemple. Et ça marche. Et ça marche, oui. Et donc là, on peut, par exemple, d'une manière plus rude aussi, envoyer carrément une trame JSON, envoyer la commande qu'on souhaite. Là, c'est encore à nouveau un clignotement.
En termes de retour d'expérience, je vais plutôt laisser Baptiste en parler parce que ça va plus parler de Node.js. Alors, effectivement, là, sur la technologie Node.js, pendant le processus de développement, il y a plusieurs choses qui ressortent de ça. Un, c'est une technologie qui est pas tout à fait mature selon moi. Enfin, on l'a utilisé nous sur 2 années, c'est pas utilisé l'année dernière, et cette année, entre les deux, il y a eu une évolution, un fossé énorme, énorme. Beaucoup plus simple aujourd'hui, beaucoup plus de modules, beaucoup plus d'accès à de la documentation, des exemples, de plus de gens qui l'utilisent, donc une communauté qui monte et qui porte un peu cette technologie. Une des difficultés, les quatre principales difficultés rencontrées, c'est donc la structuration du programme. Donc, vous avez vu, on a choisi un modèle en couche, comme vous l'a présenté précédemment. Il faut savoir qu'il faut être relativement structuré, sinon on part rapidement dans tous les sens. Hein, c'est du JavaScript, donc les fonctions imbriquées les unes dans les autres, faut faire attention. L'interface de communication, donc bien définir un cahier des charges propre au début, avant même de commencer à coder, pour savoir où on va. Les frameworks, donc c'est bien utiliser les frameworks, et après il faut faire attention sur la portabilité de ces choses-là dans le temps, qu'est-ce que ça donne, combien de temps ça va être maintenu, est-ce qu'il y a une communauté suffisante derrière pour maintenir ce framework-là, donc il y a beaucoup de points à vérifier. La gestion des erreurs qui n'est pas évidente en JavaScript, donc vous avez pas mal de modules qui existaient déjà à l'extérieur pour tester le JavaScript dans une page web que vous pouvez importer éventuellement dans votre projet Node.js. Mais selon moi, le debugger de base n'est pas encore assez développé. Il n'y a pas d'IDE pour développer un JavaScript, par exemple. Donc pour aller plus loin, quelques pistes pour aller plus loin que le projet, parce que c'est encore un projet assez nouveau pour nous et assez jeune. Mais pour aller plus loin, on a fait quelques recherches. Ce qui est intéressant, c'est que Giant, l'entreprise qui développe et maintient Node.js, a récemment en fait développé un système d'exploitation sous Linux qui permet en fait de passer du serveur Node.js développement à un serveur Node.js en production en fait. Un système d'exploitation Linux qui permet d'utiliser vraiment Node.js avec les meilleures performances possibles. En fait, c'est un système qui vous permet de déployer facilement des VM Node.js. Vous avez donc un serveur et puis vous pouvez déployer autant de VM que vous voulez pour vos différents projets. C'est pour simplifier le déploiement en production de la technologie. Il faut savoir que Node.js contient des dépôts NPM. Donc l'avantage de ces dépôts, c'est l'installation et l'utilisation de modules et de frameworks au sein du serveur Node.js de manière très simple. Donc par exemple, dans les frameworks web, il y a Express qui commence à être mature et à être de plus en plus utilisé par la communauté Node.js, qui permet de gérer les points d'entrée web. QR code, alors ça ce sera une amélioration possible du projet qu'on vient de vous présenter, où voilà, vous avez votre carte Arduino, donc on peut imaginer que c'est un thermostat, ça peut être une montre, ce que vous voulez. Et ce qui serait intéressant, c'est qu'à l'intérieur d'une maison, c'est d'avoir à côté d'un thermostat, par exemple un QR code, pour accéder carrément directement avec son application, son iPhone, son Android, peu importe, directement aux informations du thermostat. Et si ça vous intéresse, je pense pas que vous allez noter l'adresse, mais vous pouvez nous demander, on a tous les codes sources des clients et du serveur sur GitHub. La présentation sera mise en ligne sur le programme si vous voulez récupérer l'adresse. Donc maintenant, j'ai envie de dire, c'est à vous en fonction de vos idées. Nous, on sait que ce projet a été initié au début dans un contexte de maison connectée. Alors quand on voit aujourd'hui Google qui rachète des boîtes pour développer ce genre de choses, on se dit qu'on ne s'est pas forcément trompé sur notre orientation. Alors je pense qu'aujourd'hui, on se tourne énormément vers les consommateurs vont être amenés à acheter des produits connectés, on va se développer aujourd'hui tout ce qui est Liveband, Smartwatch et compagnie. Selon moi, c'est juste des précurseurs pour préparer les consommateurs à ce qui va venir après. On aura des maisons complètement connectées, le frigo, la cafetière, j'en sais rien, mais c'est-à-dire qu'on se lève le matin, les choses se font en fonction de notre cycle de vie, la lumière, le chauffage. On peut éventuellement on peut penser à par exemple une empreinte de carbone selon notre mode de vie en direct sur sa montre. On peut voir l'aspect psychologique, l'impact est énorme. Et ça, c'est des applications qui vont arriver, c'est déjà en développement dans beaucoup de choses. Si Google investit là-dedans, je pense qu'il y a quand même un signe fort de développement et de tendance. Donc j'ai envie de dire, n'importe qui peut faire ça. Il y a des technos comme Node.js, c'est très simple. Notre projet qui est fonctionnel, on a 2 clients plus un serveur, on peut mettre ce qu'on veut, c'est des tramjs, on peut mettre ce qu'on veut derrière, c'est un Arduino, parce que nous on fait du test en dev, il faut que ça soit rapide, facile, simple à connecter.
On peut mettre ce qu'on veut. En temps de travail, ça représente à peu près 80 heures, tout compris. Donc c'est pas grand-chose, pour quelque chose comme ça. Voilà. Écoutez, merci beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, vous pourrez répondre après, quand toutes les présentations seront finies. Et je vous invite vivement à tester cette technologie, ou au moins à rester en veille par rapport à ça. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je fais aussi un petit peu d'Arduino, de domotique à titre personnel. Vous avez choisi un Arduino Ethernet. Est-ce que par exemple Node.js pourrait avoir aussi un module de communication sérielle pour faire la communication directe avec l'Arduino? Alors, le développement de l'Arduino, en réalité, on l'avait fait sur Mbed la première année. C'est une autre plateforme de développement type Arduino qui est libre, plus facile parce que c'est du C++, donc en développement, gestion des objets, mémoire, c'est un peu plus simple. C'est plus puissant aussi, c'est basé sur RM7. Là, Arduino nous est imposé. Pour ce projet-là, on n'a pas eu le choix. Ce qu'il faut se dire, c'est que derrière, notre Arduino communique, ça peut être du Wi-Fi, ça peut être du XBee, ça peut être n'importe quoi, n'importe quel canal de communication. À partir du moment où on arrive à faire passer un message du point A au point B, c'est que la programmation de l'Arduino derrière qui va changer. Ça, c'est votre objet. J'espère que j'ai répondu à la question, c'était ça le... Savoir s'il y avait une librairie, une bibliothèque qui permet de faire une liaison série. Oui, il y a... Alors, comment il s'appelle? C'est Noduino.js, quelque chose comme ça. Noduino, vous pouvez regarder, effectivement, il y a des gens qui ont commencé à coder ça. C'est pas encore... Enfin, c'est en cours de développement. Je sais qu'il y a l'affichage sur écran qui marche, la lecture et l'écriture de PIN, avec 2-3 autres fonctions, je me souviens plus, j'ai lu la librairie rapidement, je sais pas... Mais ça existe, effectivement, c'est des choses qui voient le jour. Là, quand on voit ça, c'est pas étonnant. Est-ce qu'une autre personne a une question? Non. Merci beaucoup, Baptiste et Yann.